Vous me permettrez de faire une communication que j'espère la moins ennuyeuse possible pour cadrer un peu ce qu'est GISR France Algérie et puis peut-être de déterminer ce que nous avons l'intention de faire pour éviter ces réunions qui ne durent qu'une fois, qui sont un feu de paille, qui ne se continuent jamais. Notre propos, notre projet, c'est ensemble de construire dans la durée un espace de rencontre, ce que nous avons d'ailleurs nommé un laboratoire d'idées, qui est né d'ailleurs d'une initiative entre des avocats français et des élèves ingénieurs de l'École nationale polytechnique d'Alger, puis qui, voilà. Alors c'est notre enfant commun. Voilà, donc alors littéralement, c'est un enfant franco-algérien que GISR. Voilà, nous l'avons appelé le pont. Alors voilà, vous comprenez, GISR, j'hésitais, je ne parlais pas toujours très bien, mais maintenant, j'y suis à peu près arrivé. Il faut dire que j'avais beaucoup de gens qui me servaient sur ce point de précepteur. Donc c'est notre premier séminaire ici à Alger, puis au INEI. Merci mille fois Ibrahim, parce que c'est vraiment une école que je connais bien, et on y est très bien. Et merci pour cette hospitalité. Le pont, pourquoi ? Le pont, c'est une construction qui franchit un bras de mer, et ici c'est une mer tout entière. Et c'est d'abord, au-delà de l'ouvrage matériel qui est un pont, un ouvrage symbolique qui a pour objet de relier. Dans tous les cas, ce n'est pas un mur. Il s'agit, et la présence de ceux qui sont ici l'attestent, d'une volonté de permettre une synergie des intelligences, c'est-à-dire des efforts de partager, de comprendre les lois du monde et les nouvelles lois d'un nouveau monde, les nouvelles applications techniques qui peuvent réunir les chercheurs, les inventeurs, les technologues, les juristes et les éthiciens algériens et français. Nouvelles technologies, car comme le disait à l'instant l'ambassadeur de France, nous sommes au cœur de ce que l'on accorde à désigner comme une nouvelle civilisation. C'est un peu pompeux le mot, mais c'est vrai. Celle du numérique. Je dirais d'ailleurs qu'une civilisation peut quelquefois ne pas être civilisée, mais c'est un paradoxe, nous y reviendrons. Qu'y a-t-il donc de nouveau avec la révolution numérique ? D'abord, le monde a toujours évolué par le fait des découvertes qui n'interviennent jamais, par hasard dans l'histoire des peuples. Ces découvertes précèdent ou accompagnent de grands changements dans les modes de vie. Mais surtout, elles permettent à chaque fois aux humains de se doter de nouveaux outils de connaissance. Et il s'écoule un temps relativement long entre les concepts fondateurs et leur application industrielle, in fine, à vaste échelle. L'algorithme, tout d'abord, est une méthode qui a été conçue par Al-Khwarizmi, le père de l'algèbre, auteur du Kitab el-Jaber, qui a permis bien des siècles plus tard, de fournir son application numérique, la multiplication de deux nombres, puis par le jeu de l'avènement des mathématiques et de leur utilisation pleine, aboutir à l'ordinateur. Il a fallu 12 siècles entre Al-Khwarizmi et Alan Turing et son ordinateur programmable en 1936, et pourtant, c'est sur tout ce temps une seule et même trace. Par contre, les intervalles de temps entre les séquences de découverte ont, on le voit, tendance à se réduire. Le goût et la nécessité de la communication par l'écrit sur un support souple se discernent déjà dans l'Antiquité égyptienne avec l'usage du papyrus et aussi dans toute la Méditerranée. Il faut attendre la moitié du XVe siècle avec Gutenberg pour que la technique des caractères métalliques mobiles donne naissance à l'imprimerie, c'est-à-dire le XIXe siècle pour qu'une industrie du papier voie le jour. Depuis, la recherche sur la diffusion des signaux de communication n'a pas cessé de s'amplifier et de s'accélérer, et le droit, comme les flux financiers, de s'y adapter et d'y trouver des opportunités. Et maintenant vient la révolution numérique, viennent les algorithmes et les big data. L'application des algorithmes à l'informatique et à la biologie vont profondément perturber, bouleverser même, dans tous les cas modifier le substrat du comportement humain, et peut-être rendre bien dérisoire des mésententes d'aujourd'hui au regard des bouleversements en cours, silencieux peut-être comme ces monstres marins qui soudain sortent de l'eau à la puissance d'un geyser. Quand je dis geyser, une fois je dis gisre, vous avez bien compris, je fais vraiment attention à ce que ne confondent pas. Le traitement et la collecte des données, la sous-traitance des informations accordées par l'homme à la puissance algorithmique aura et a déjà des conséquences sur l'état de nos conséquences et sur notre aptitude à contrôler une profusion de signaux et d'informations tellement considérable que le sous-traitant peut peu à peu devenir le rival potentiel et possiblement victorieux du délégant. Ceci concerne rien de moins qu'une future anthropologie des humains, et nul ne peut dire qu'elle ne sera pas majeure, cette révolution numérique et la circulation des données, qui aura effectivement des effets tout aussi influents sur l'organisation des sociétés, même déterminants.
La circulation des données et leur traitement obéit à un schéma horizontal entre agents. Elle ne se satisfait pas d'un traitement centralisé, ou très mal. La chute de l'Union soviétique est là pour nous le rappeler. Il y a une anecdote d'un représentant de l'Union soviétique qui visitait Londres et qui, après de longs discours, disait « Mais c'est bien vos discours sur l'organisation de votre société. Mais je voudrais savoir, par exemple, comment ça se passe pour la distribution du pain, parce que nous avons de longues files devant les boulangeries à Moscou, et je vois qu'à Londres, il n'y a pas de longues files devant les boulangeries. Et puis, il y a une visite dans Londres, à la fin, il dit « Mais alors, comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce que vous organisez la distribution du pain ?» Et son interlocuteur anglais lui dit « Mais à Londres, il n'y a personne pour organiser la distribution du pain. » C'était effectivement sur ce point bien deux concepts et deux cultures qui étaient là. Ça dit « Je ne vais pas non plus faire un hymne à l'harmonie spontanée du monde privé. » Les agents privés peuvent tout autant prendre des décisions désastreuses. La crise bancaire de 2008 nous indique que le capitalisme financier n'est pas à l'abri non plus de catastrophes majeures quand les techniques de numérisation de l'activité financière sont laissées au seul jeu du marché sans monitoring global. Par exemple, le 6 mai 2010, le Dow Jones a chuté de 1000 points en 5 minutes, de 14h42 à 14h47 exactement. La chute a détruit $1 billion. En 3 minutes, il a rebondi, il a retrouvé son rythme d'avant. Mystère de l'algorithme. Des procédures sont en cours pour élucider le trading informatique est responsable, mais qui? Du trader ou du concepteur, de l'homme ou du process de calcul est responsable. L'accélération donc des technologies va maintenant constamment s'accélérer. Si on fait le survol à vive allure de l'histoire de la monnaie, par exemple, de l'unité de compte de la Mésopotamie, 2000 avant Jésus-Christ, 2700 avant l'Hégire, des monnaies de l'Égypte ancienne, de la Chine ou de l'Empire aztèque pour parvenir à la première monnaie métallique, se substituant alors de Gizès, on est à moins 687 avant Jésus-Christ. À la monnaie ensuite, qui s'invente avec l'Empire perse, Athènes, le drachme, puis il faut attendre le XVe siècle, le bimétallisme de la Renaissance, puis ensuite les premières lettres de change au XVe, XVIe siècle de notre ère, puis les premières banques au XVIIe siècle. Aujourd'hui, le New York Stock Exchange est constitué de 80 à 85% des tradings algorithmiques et les trades s'effectuent au millième de seconde. Et c'est même le millionième qui est visé. Voyez, nous en sommes entre l'unité de compte de la première Mésopotamie et maintenant. Et la question qui se pose, et c'est une question qui n'est pas une question luxueuse, parce qu'on peut dire, mais ce sont des questions de luxe que vous nous posez, car il y a des questions de développement qui se posent dans nos pays, et peut-être vous et vous très en avance sur les questions que vous vous posez. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut précisément, y compris dans des pays où les infrastructures peuvent ici ou là être encore déficitaires, se poser les questions les plus en avant, pour précisément ne pas être dépassé par elles. Si l'intelligence passe aux algorithmes et aux robots, que restera-t-il aux humains? Cette question, elle se pose pour la France, elle se pose pour l'Algérie, bien évidemment. Et puis il y a ici, pour bien les connaître aussi, un certain nombre d'entreprises de très haute robotisation. Que vaudront les discours politiques, les institutions représentatives, et même la validité de leurs conflits? Car qui possédera l'information, la collecte des données, le big data et leur exploitation aura une avance décisive dans le gouvernement des comportements humains. Cette information sera latérale, rapide, elle aura vocation à un accès libre, par nature disposée à échapper aux seules règles des contrôles étatiques, vite devenues barrières en papier perforé. Le surplomb humain de l'intelligence algorithmique ne pourrait être que global, et d'abord là où les infrastructures juridiques l'autorisent. L'Union européenne est la seule institution régionale à vouloir s'équiper d'un règlement général de protection des données qui sera applicable directement dans la loi de 27 États membres de l'Union européenne à partir de mai 2018. C'est un règlement général qui vise à protéger les personnes de l'utilisation de leurs données, c'est-à-dire 500 millions de personnes, consommateurs internautes, 300 millions d'internautes aujourd'hui dans l'Union européenne, mais quand même dans le monde, nous en sommes aujourd'hui au dernier recensement de 2017 à près de 4 milliards d'internautes, c'est-à-dire 4 milliards de personnes qui laissent des données et qui sont immédiatement susceptibles d'être collectées à des fins que pour l'essentiel, elles ignorent, nous ignorons. Or, ce sont des richesses qui sont des richesses majeures. Certains vont jusqu'à dire que ce sont les hydrocarbures de maintenant. Bon, c'est peut-être une formule journalistique. Je la cite au passage pour bien indiquer, en tout cas, quel retentissement elle a dans l'esprit des commentateurs et de ceux qui nous documentent. Cette nouvelle civilisation, peut-être, comme je l'ai indiqué, moins civilisée qu'on ne le pense. C'est un paradoxe. Outre la dépossession silencieuse des hommes des prérogatives de l'humanisme arabo-judéo-latin, dont les figures totémiques sont Aristote et Averroès. Ensuite,
dans la Renaissance européenne avec Pic de la Morandelle, enfin évidemment celui des Lumières. Est-ce qu'une vision datacentrique ne va pas peu à peu se substituer à une vision homocentrique? C'est donc bien un défi qui n'est plus seulement politique, mais anthropologique qui nous est lancé. Notre temps, et c'est pourquoi ce séminaire ne se tient pas en dehors du temps, il vise précisément à répondre à des questions du temps, se situe devant 3 événements formidables. Formidable vient du latin formidus, qui veut dire redoutable, qui inspire la crainte. Une expression journalistique rapide veut en faire un événement exceptionnel qui inspire la joie. C'est intéressant, le renseignement intelligent et étymologique d'un mot, parce qu'il nous donne précisément ce qu'il en est. La révolution technologique, par exemple, et la destruction massive des emplois de l'ère industrielle. Par quoi seront-ils remplacés? Va-t-on vers la création d'une immense classe de gens inutiles? Est-ce l'horizon de la mutation en cours avec toutes les conséquences politiques, sociales qu'elle suppose? Dans des pays ici ou là, ici, mais nous avons aussi notre important part de sous-emploi ou de chômage, est-ce que la révolution numérique apporte du bien ou est-ce qu'elle va accroître un mal dans nos sociétés? Ou comment est-ce que nous prenons le bien et comment est-ce que nous faisons en sorte de répondre aux effets pervers? La mutation climatique. Et ces risques déjà avérés, j'en parlerai. Mais, car effectivement, la question de l'énergie et la question du climat est effectivement définitivement liée. Comment allons-nous répondre à la mutation climatique? Elle requiert le passage au numérique d'abord parce qu'il est moins propagateur de CO2 dans l'atmosphère, et même si la fabrication d'un PC justifie 1 tonne de CO2 et l'usage de 10 grammes de CO2 par requête, c'est infiniment moins ce que la chaîne industrielle aujourd'hui réclame et constitue comme risque pour l'atmosphère et le climat. La réponse doit être globale. Elle ne sera pas seulement juridique ou éthique dans un seul pays, mais peu à peu, il doit y avoir une forme de gouvernance au moins éthique, à défaut d'une gouvernance juridique, parce que les accords multilatéraux sont toujours plus difficiles à bâtir. Et il faut en effet réfléchir d'ores et déjà à l'intelligence artificielle et aux concepts acquis, à revoir, à vérifier et à adapter. Qu'est-ce que la dignité humaine dans une confrontation entre l'humain et le robot? La dignité humaine est un concept de droit positif international, mais il se pose. Voilà, effectivement, ici, des robots qui parlent, des robots qui réagissent, avec stupéfaction d'ailleurs, ils apportent quelquefois des réponses dont on ne pensait pas qu'ils étaient en mesure de les répondre. Ici, effectivement, leur conception répond à un mouvement des yeux ou à un mouvement des bras. C'est à nul doute d'un certain malaise qui peut s'emparer de nous. Qu'allons-nous faire demain de cette confrontation avec nos cousins, si précieux, si dangereux, les robots? Quand je disais le climat, ce n'est pas un hasard si nous nous réunissons et si nous en parlons ici à Alger. Et rien que le climat suppose que l'Afrique et l'Europe, entre 2 continents, mettent en commun la révolution numérique et s'en servent comme une des solutions apportées à ce qui est la grande question planétaire de ce XXIe siècle. D'abord parce que connaître l'évolution du climat sur ce siècle est capital et sa modélisation numérique est le seul outil fiable dont nous disposerons dans l'avenir pour l'apprécier. Cette année, les rivages de la Méditerranée jusqu'à la bordure atlantique de la péninsule ibérique étaient en feu. De l'Espagne à l'Italie, de la France au Portugal, à l'Algérie, à la Corse, par dizaines de milliers d'hectares, centaines de milliers d'hectares, que la végétation a brûlé. Rien peut-être en comparaison des incendies gigantesques du Canada, avec 500 000, et on parle maintenant d'1 million d'hectares, sans compter la Californie, dont nous voyons tous les jours la dévastation que les incendies entraînent. Des moyens financiers considérables devront être engagés par les États pour y faire face à une séquence planétaire de plus en plus dangereuse, et l'on voit bien les bouleversements et les chocs que cela produit pour les systèmes assurantiels comme les budgets publics déjà extrêmement tendus. La planète brûle et quelquefois les ouragans submergent. La chaleur tend inéluctablement à croître, la sécheresse à s'étendre, les niveaux des récoltes à baisser, et en Afrique, les migrations internes, poussant des populations éperdues en détresse à la recherche de la fraîcheur, quand elles ne les conduisent pas à la guerre comme au Soudan, sont au cœur de l'avenir du continent lui-même. Les migrations sont devant nous, et si l'Afrique, quoique d'ailleurs, et c'est peut-être une injustice, le plus petit émetteur continental en CO2 ne parvient pas à juguler les conséquences du réchauffement, on peut s'attendre en effet à des événements qui soient catastrophiques. Une étude récente parue dans Science and Nature indiquait effectivement que les masses d'eau douce considérables qui provenaient de la déglaciation de l'Arctique, allant jusqu'en bordure des côtes atlantiques, étaient susceptibles de perturber le taux de salaison
de l'océan, puis ensuite de perturber les moussons, lesquels à leur tour produisaient sécheresse, chaleur, désert, émigration, avec des hypothèses qui étaient données par les climatologues de possibilités de millions de personnes remontant du Sahel, voire dizaines de millions de personnes à hauteur de 2050. Vous vous rendez bien compte que l'Algérie affronte déjà cette question. L'Europe suivrait, comme elle affronte déjà l'exode de réfugiés de Syrie et de l'Afrique de l'Est. Les atteintes à nos systèmes politiques seront alors inévitables, c'est-à-dire à l'état de droit, là où il a réussi jusqu'alors à exister, à s'imposer. Voilà pourquoi GISC France Tchad Zaïre, nouvelles technologies. Le numérique, la transition énergétique, les coopérations de la nouvelle économie, l'éthique de la recherche, la mobilisation à la levée de fonds, l'aide à la formation en plus haute qualification et à tout ce qui se fait déjà sur notre entreprise, le coworking, la formation en streaming, la mise en contact, les bourses d'échange, des peer-to-peer, Sherpa entre institutions, voilà ce que nous voulons. Mais c'est dans ce contexte général que j'indiquais, révolution numérique, collecte des données, bien fait car support immédiat à l'intelligence des hommes, mais risque dans la dépossession de la connaissance et de leur intimité, le climat. C'est dans un contexte historique très particulier de l'histoire de la planète que nous nous situons. Voilà. Alors, pourquoi la France et l'Algérie? Pourquoi nous? D'abord parce que la géographie le commande, parce que la France et l'Algérie sont aux portes de l'Europe et de l'Afrique. Ce sont deux nations majeures dans leurs continents respectifs. Puis il y a une histoire. La pire est la meilleure, mais il va falloir vivre avec, mes bons amis, car nous ne pourrons ni les uns ni les autres jamais nous en défaire. Je vais vous donner mon sentiment, puis nous n'y reviendrons pas. Il y a eu effectivement un drame dans l'histoire de nos deux pays. La France porte la responsabilité de ce drame, je le dis sans barguigner. Puis je ne suis pas candidat à la présidence de la République, donc je peux m'autoriser un certain nombre de choses. Il appartenait tout simplement à la France de se souvenir des promesses d'indépendance qui avaient été faites à ses anciennes colonies, après que tant de soldats d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, du Tchad, de 550 000 combattants combattirent sous son drapeau et pour sa liberté lors de la Seconde Guerre mondiale, non sans compter tous ceux qui avaient donné leur sang lors de la Première Guerre mondiale. Je dirais que la France libre fut africaine. Et en Algérie tout spécialement, il n'est plus le temps de répéter sans cesse le mot « pardon » que l'on nous demande, mais j'ai envie de dire un mot bien plus exigeant pour l'avenir, qui est celui de « merci ». Aujourd'hui, plus que jamais, les chercheurs de nos deux pays, les entrepreneurs, les ingénieurs, les juristes, les éthiciens doivent coopérer librement pour entrer dans ce nouveau monde et ce cycle planétaire. Nos intelligences, servies par une connaissance mutuelle, les langues, la culture, en un lien, la parenté, je dis bien la parenté au sens de la famille, qui va croissant entre la France et l'Algérie, font que ces deux pays partagent l'un et l'autre un trésor qu'aucun autre pays du monde ne partage avec un autre pays, peut-être le Portugal avec le Brésil, mais d'ailleurs ils ont créé entre eux une communauté et un type de coopération dont on ferait bien de s'inspirer, et j'ai pensé que ça pouvait être l'esprit de ce que disait à l'instant M. Driancourt. L'ancien ambassadeur de France en poste indiquait que c'était près de 8 millions de Français qui avaient des titres divers en lien avec l'Algérie, et ô combien de Franco-Algériens. Pays de parenté donc, question que le droit positif international, sur lequel n'a pas encore statué. Et puis en plus de l'arabe et du tamazir, tant d'Algériens font l'honneur, Slama et Azoul, font l'honneur de parler langue française, que dire que nous serions coupables, et je dis bien vraiment coupables, si nous ne dessinions pas sur les terrains que je viens de mentionner une relation exemplaire, un modèle d'altérité, non pas réduit à nous-mêmes, mais ouvert aux autres pour les entraîner. C'est pourquoi d'ailleurs nous éditons aussi en anglais, signe que nous ne restons pas enfermés, ni les uns ni les autres, dans un bilatéralisme qui serait dépassé, ni dans un face-à-face parfois névrotique, mais dans un côte-à-côte, vers les autres et avec les autres. Nous allons, chers amis, mettre notre vigilance en commun, car les échéances du monde sont aussi prometteuses aujourd'hui qu'elles sont lourdes et graves. L'issue dépendra de nous, comme de milliers d'autres dans le monde, qui partagent de leur manière et sous leur ciel ce que nous faisons et nous disons ici, leur inquiétude et leur espérance. Nos deux pays, avec leur si longue histoire, belle et grave, ont une responsabilité particulière pour avoir une attention spécifique sur à la fois le bien et le mal, le meilleur que nous avons à construire ensemble. Nous devons mettre notre intimité, parce qu'il y a entre la France et l'Algérie une intimité. Nous devons la mettre en commun, parce que ce sera une force considérable, afin que, je cite, « Nos cités qui ont connu trop de sièges et n'ont plus le goût du sommeil,
qui s'attendent toujours à la défaite, ne puissent être ni surprises ni vaincues. J'ai voulu terminer cette trop longue communication sans doute pour rendre un hommage à un écrivain que personnellement, un écrivain algérien, et que je considère à titre personnel, et pas seulement moi, comme l'un des plus grands écrivains de langue française, à Kateb Yassine. Merci.